j'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Ça va très bien. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on quitte enfin l'Afrique de l'Ouest. Et je dis enfin parce que j'avais beaucoup d'amis d'Afrique centrale qui avaient hâte qu'on attaque un peu les musiques de cette région en fait, de l'Afrique. Donc là, c'est l'occasion parfaite puisqu'on va parler de la rumba congolaise et de sa relation avec la politique. Donc on va commencer tout de suite, il n'y a pas de temps là. Donc un grand topo. En fait, rumba, ça vient du mot nkumba en kikongo qui signifie nombril. Ouais. Et donc en fait, c'était une danse traditionnellement, en fait, une danse de la fécondité où en fait le nombril de l'homme et de la femme se touchaient et donc ça donnait en fait le mot nkumba. Ce qui nous représente en tant que Congo, c'est cette manière particulière de danser avec le nombril, kumba. C'est la danse qu'on pourrait appeler chez nous la danse de fécondation. C'est celle qui est en fait à l'origine de tout ce qui pousse, de tout ce qui grandit, c'est la mère. Le nombril, c'est la base même de la création. Donc c'est parti à Cuba avec la traite négrière et puis c'est revenu au Congo et donc ça a donné la rumba congolaise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si on doit trouver le premier bop de rumba congolaise, on dira que c'est Marie-Louise de Wendo Colossoy. Marie-Louise, solo ngai na yo, wapi kombo Louise, lobelanga wapi tina Louise, Louise, nako balase, Louise, nako dilaye bokila lobi, Louise. Et parmi les grands noms de cette musique, on peut compter Franco, Papa Wemba, Grand Calais, Billy Abel, Pongolov, Abeti Masekini. Voilà, etc., etc. Donc, pour commencer. Ouais, pour commencer, donc c'est vraiment important de préciser que la rumba congolaise, elle a un lien vraiment très intime avec la politique. Et pour ce faire, il y a un titre vraiment que je pense on pense tous en fait, c'est Indépendance Cha-Cha. Indépendance Cha-Cha, tozuiye. Oti kwanza Cha-Cha, tobakidi. Otableron Cha-Cha, baganyeo. Onipanda Cha-Cha, tozuiye. Donc un célèbre titre de Grand Calais et de l'African Jazz qui est sorti en 1960. Il faut savoir donc, que ce titre a été pensé donc, à l'aube donc, de l'indépendance du Congo belge de l'époque. Donc en fait en janvier 1960 a été donc, organisée donc, la conférence de la table ronde en Belgique. Et à cet effet, donc, l'orchestre de l'African Jazz et donc, Grand Calais ont été invités à Bruxelles. Et c'est pendant donc, cette période en Belgique qu'ils vont composer donc, la célèbre chanson Indépendance Cha-Cha, qui sera donc l'hymne de l'indépendance du Congo qui sera accordé quelques mois plus tard. Et l'hymne aussi de beaucoup d'autres indépendances du continent africain qui auront lieu donc la même année, des années plus tard, voire même avant en fait. Donc c'est vraiment un tube, vraiment un bop aussi pour le coup, panafricain et aussi qui a réellement été un vecteur d'unité nationale, d'autant plus qu'en fait il y a 3 langues nationales qui ont été employées pour le chant, à savoir le lingala, le chiluba ainsi que le kikongo en fait. Exactement, et du coup en fait par la suite, en 61 il y a donc Patrice Lumumba qui est assassiné entre autres par Mobutu, et donc Mobutu qui va faire un coup d'état et prendre le pouvoir en 1965. Donc Mobutu, dès le début, il a une sorte de fascination un peu pour ces artistes de la rumba, dont il admire un peu l'aura, et il comprend tout de suite l'importance et la puissance que ces artistes ont, notamment pour véhiculer en fait, des messages politiques. Ouais. En fait, il va s'en servir tout au long de son mandat. Donc très souvent, les paroles de ces artistes de rumba véhiculent des notions de fierté nationale, des philosophies culturelles et politiques qui sont souvent en fait, qu'on retrouve en fait dans les discours de Mobutu. Ouais. Donc il va vraiment bien utiliser la chose. Et on sait aussi qu'en 1971, Mobutu introduit du coup une espèce d'authenticité culturelle qu'on avait vu au Mali, qu'on avait vu en Guinée, voilà, on commence à comprendre un peu la sauce. Et sauf que là c'est un peu plus fort puisqu'en fait il y a donc une zaïrianisation en fait de tous les mots à consonance un peu occidentale. Donc ça compte les noms des villes, la monnaie. On peut aussi prendre pour exemple Taboulet Rochereau qui de base s'appelait Rochereau et qui va devoir prendre le nom aussi de Taboulet lorsqu'en fait cette politique va être passée. L'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nous Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines.
Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. C'est un peu dans cette vibe-là qu'on commence. Et tout au long de son régime, de son mandat, et ben, ça va être quelque chose qui va être appliqué à la lettre. Effectivement, comme tu as dit, donc Mobutu il a vraiment essayé un peu de mettre en place donc, une politique un peu donc, de révolution culturelle. Et c'est passé notamment aussi par l'organisation du célèbre festival donc, Zaïre 74, un festival qui a eu lieu donc, entre le 22 et le 24 septembre 1974 et qui a été organisé donc, à l'occasion donc, du célèbre combat entre Mohamed Ali et George Foreman, donc champion de boxe poids lourd. Célèbre combat où on va donc, connaître la célèbre phrase d'aujourd'hui, donc Ali Bomaye. Et donc à cette occasion, donc, ça a vraiment été donc, un festival qui a permis donc, d'asseoir et de propager en fait, la popularité de Mobutu. Ça a réellement aussi été un outil de propagande dans le sens où on sait donc, que sur la fiche donc, du festival, il y a donc, écrit donc, Ali et Foreman ont fait confiance à Mobutu. Vous aussi faites comme eux, ayez confiance en Mobutu. Donc déjà, on a un message très explicite. Très URSS, très Soviet vibes. Ouais. Donc on a vraiment une politique, vraiment, voilà, on veut asseoir le pouvoir de Mobutu et le diffuser au plus grand nombre en fait. Et c'est un festival aussi donc, qui est donc, musical en fait. Donc Mobutu a fait appel à différents artistes internationaux tels que Celia Cruz, James Brown, Myriam Makeba et beaucoup d'artistes aussi nationaux donc comme Tabu Ley et encore Abeti Masikini. Donc comme je disais plus tôt en fait dans ce festival il y avait vraiment un message politique qui était vraiment une propagande clairement en faveur de Mobutu. Et on peut noter aussi que dans l'album donc, qui est issu de ce festival qui s'appelle Zaïre 74 African Artists, il y a 4 titres de l'album qui sont donc des titres qui sont entièrement consacrés aux louanges de Mobutu. Et les 4 titres s'appellent tous Mobutu Praise Song, dont 2 par Abeti Masikini, 1 par Myriam Makeba et un autre par le Orchestra Stukas en fait. Donc c'est intéressant de voir à quel point donc, vraiment ce festival a une portée politique et de propagande encore une fois qui est extrêmement puissante, allant donc de l'affiche, avec le message politique des différentes chansons. L'album qui en découle. L'album effectivement, oui. Mes frères de sang, soyez les bienvenus à Kinshasa, au Zaïre, en Afrique. Après 4 siècles de séparation, tout ce que je peux vous dire, c'est quand vous rentrerez dans le pays des Blancs, dites à nos frères qu'ici, il y a un homme qui lutte pour la dignité de tous les Noirs. Et cet homme, c'est notre cher guide, Mobutu Kukungwendu Wazabanga. C'est important de voir que cette propagande-là ne s'est pas seulement arrêtée dans le cadre du festival, mais a été donc, utilisée tout le long donc, du mandat de Mobutu, notamment avec d'autres artistes comme Fayates, donc de l'Africa International de Tabu Ley, qui a écrit en 88 une chanson qui était entièrement dédiée aux louanges de Mobutu. Et c'est loin d'être un cas isolé, il y a énormément d'artistes qui ont fait donc, des musiques, des chansons en l'honneur de Mobutu, du pouvoir du parti politique de l'époque. Avec Matipa, on a réfléchi et on s'est dit si on devait prendre un artiste qui symboliserait un peu cette relation entre le pouvoir, chien et chat, je t'aime moi non plus, j'ai besoin de toi, mais je te veux pas, on va prendre l'artiste en fait Franco. Franco, c'est un artiste, un virtuose de la guitare et qui va un peu remoderniser la rumba. Il va accéder au succès aussi avec son orchestre tout puissant OK Jazz dans les années 70. Et en fait, Franco, il incarne bien cette ambivalence entre la nécessité de faire plaisir au pouvoir, parce qu'en fait, le pouvoir joue la pluie et le beau temps sur ta carrière concrètement, mais en même temps, toujours parler au peuple, parler aussi des tourments du peuple, de la corruption, des difficultés quotidiennes, etc. Donc on voit donc, cela notamment avec un événement tragique qui aura lieu en juin 66, où en fait en place publique, Mobutu il va décider de pendre 4 dissidents. Donc c'était un événement vraiment sanglant et il y avait vraiment une grosse foule en fait qui a assisté à cette pendaison, dont Franco. Et donc ça va vraiment choquer l'opinion publique. Le 29 mai 1966, Évariste Kimba, ancien Premier ministre, est arrêté aux côtés de 3 membres du gouvernement.
Jérôme Anani, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba. Ils sont accusés d'avoir pris contact avec des officiers de l'armée dans le but de préparer un coup d'État visant à renverser Mobutu. Un procès se déroule le lendemain de leur arrestation. Le 30 mai 1966, Mobutu signe une ordonnance-loi créant un tribunal militaire composé d'un président et de deux juges pour juger les 4 officiers ligotés et pieds nus. La peine de mort pour tous les 4 inculpés. Cela va provoquer beaucoup d'indignation et d'intervention à travers le monde. Cette pression internationale poussera Mobutu à s'exprimer le soir de la pendaison par la voie des ondes. Le verdict rendu lors de ce procès expéditif aurait duré en tout et pour tout 1h30. Condamne les 4 hommes politiques à la peine de mort par pendaison pour haute trahison. La sentence est exécutée dès le lendemain. Le 1er juin 1966 à Kinshasa, devant une foule de plus de 50 000 personnes. Et Franco va décider d'écrire un son qui s'appelle Luvumbu-Ndoki. Et Luvumbu-Ndoki, en fait, c'est une chanson de base qui est un peu dans la tradition folklorique, donc Kikongo, et qui veut dire en fait le sorcier, donc Luvumbu, le sorcier. Et en gros, en général, quand on utilise cette chanson, c'est pour dénoncer une personne qu'on soupçonne de tuer ou de nuire à la famille, puisque dans la mythologie Bakongo, Luvumbu, c'était un chef qui avait en fait sacrifié ses proches pour son bénéfice personnel. Donc clairement, ça visait Mobutu. C'était la personne dont on parlait. Tout le monde avait compris, et Mobutu avait compris. Et donc il a interdit la chanson immédiatement, récupéré et confisqué toutes les cassettes qui promulguaient cette chanson. Et Franco a fini en prison pendant 6 mois. Donc ça, c'est vraiment le premier épisode de la relation entre Franco et le pouvoir. Donc Franco termine en prison, il sort après 6 mois. Et donc Mobutu va essayer de réutiliser Franco et de brouiller les pistes et un peu de faire comme si tout le monde ne savait pas qu'il était le commanditaire un peu de l'assassinat de Patrice Lumumba. Et donc il va demander à Franco de sortir la chanson Lumumba, héros national. Oh Mobutu, la danse la boyokana kina Lumumba. Maloba ya Mobutu, lokola Lumumba se kwina lilita. Oh Mobutu, Lumumba fait la indépendance économique. Donc pour brouiller les pistes, comme si voilà, on ne sait pas, Patrice Lumumba c'était mon ami, mais bon, la réalité. Donc Franco va accepter parce que il a déjà été en prison, je pense qu'il commence à comprendre un peu la pression, donc il se dit bon, on va faire cette chanson, voilà. Donc ça va plaire à Mobutu, etc. Tout va bien se passer pour l'instant. Et par la suite, il va continuer un peu à aller dans le sens du pouvoir, notamment dans les années 70, il va être consacré grand maître de la musique zaïroise, donc toujours en allant dans ce sens-là. En 77, il va un peu se révolter parce qu'il considère que la société zaïroise est dans la décadence, et il va chanter plusieurs chansons qui vont expliquer cette décadence. Ça va pas trop plaire à Mobutu. Mobutu va le renvoyer en prison encore, donc pendant 2 mois, il va rester en prison, voilà. Il va par la suite sortir et Mobutu va le gracier. Mais je pense que c'était un peu beaucoup, puisqu'il va décider de s'exiler en Europe et un peu de fuir toute cette ambiance. Mais en 84, ça continue, puisqu'il va décider de consacrer un album entier à Mobutu, qui va s'appeler Candidat Nabiso Mobutu. Et donc qui est consacré entièrement à Mobutu lors de sa campagne, notamment électorale, où il n'y avait pas d'opposition, et il va gagner à 99%. Bien évidemment, donc, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Donc ça illustre un peu les allers-retours, les va-et-vient, les relations entre le pouvoir et les artistes de la rumba congolaise. Et pour finir et boucler la boucle, lors du décès de Franco en 89, Mobutu va décider de faire un deuil national de 4 jours. Donc un peu comme une réponse encore
à ce jeu entre politique, combat, etc. Les Quinois et Quinoises, visiblement affligés, ont envahi le boulevard Patrice Lumumba. Chacun veut voir, chacun veut s'associer à l'histoire. L'histoire du retour triomphal de l'oncle Yorgo. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est vraiment super intéressant, comme tu as dit, de voir le côté un peu assez ambigu donc, du jeu, de voilà, on défend mais pas trop, enfin ce côté un peu de semi-résistance, si je puis dire, dans le cas de Franco. Mais c'est important aussi de voir qu'il y a d'autres mouvements socio-culturels en fait, qui ont travaillé à côté, enfin, en collaboration avec la rumba, pour lutter aussi contre, et s'exprimer en fait contre le pouvoir en place. Et c'est notamment le cas en fait du mouvement de la SAP. Donc la SAP, donc un acronyme qui désigne donc la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un mouvement qui est né donc, au Congo-Brazzaville ainsi qu'au Congo-Kinshasa. Et c'est un mouvement donc, qui est porté donc, sur le vêtement. On appelle ça d'ailleurs aussi le mouvement du kitendisme, qui vient du mot kitendi pour le vêtement. Donc c'est vraiment un art, voilà, un art de l'élégance, où il y a vraiment des codes très précis sur la façon d'assembler les vêtements et beaucoup d'autres codes aussi périphériques. Et c'est un mouvement qui est particulièrement intéressant avec la rumba en fait, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs de rumba qui ont participé à la propulsion en fait, du mouvement même de la SAP. On peut citer Stervos Niarchos, Kola Mambo ou encore Papa Wemba. Et c'est vraiment des artistes qui ont été les ambassadeurs de la rumba et qui l'ont porté au niveau, je pense, qu'on la connaît aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui allie à la fois musique, politique et vêtements, du coup, pour le coup. Donc c'est super intéressant, notamment dans les sociétés congolaises. Je pense que ces trois choses-là, la musique, la politique et l'habillement, c'est des choses... C'est super intéressant justement de l'importance du vêtement, d'autant plus que, encore une fois, tout à l'heure, on parlait donc de la politique culturelle qui avait été mise en place par Mobutu. Et un des éléments marquants de cette politique-là, ça passait aussi par le vêtement. Il y avait vraiment une volonté donc, de passer par une africanité au travers de l'habillement. Et Mobutu avait mis en place donc, le système de l'abakos, c'était un nouveau type de vêtement qui s'appelle abakos et qui signifie donc abat le costume en fait. Et c'est important de voir en fait que la sapologie clairement prend le contre-pied de l'imposition du port de l'abakos. C'est cher ça? Ah oui, je peux pas dire le prix, sinon ça va faire mal. On est dans une exubérance vestimentaire qui prend exactement le contre-pied du régime de Mobutu, ces vêtements un petit peu austères, cette exigence de porter des costumes africains. Donc il y a aussi un contenu politique et la bande-son de tout ça, c'est Zaiko Langa Langa, c'est Viva la Musica, c'est Papa Wemba. Pour aller à l'encontre de la politique de Mobutu, on s'approprie des codes occidentaux pour bien montrer en fait, qu'on n'est pas d'accord avec cette imposition, l'imposition de toujours devoir porter cet abacoste. Abacoste qui, je trouve, n'est pas très traditionnel, si je peux me permettre. Si vous avez des références et que vous pouvez expliquer en quoi c'est un peu plus africain, un peu plus congolais, je veux bien, mais j'ai vu la photo, j'ai pas trop compris. Donc ouais, c'est important de voir que la SAP, ça a vraiment pris le contre-pied de la politique de Mobutu sur le plan vestimentaire et sur le plan aussi idéologique, dans le sens où la politique de Mobutu, il y avait vraiment un culte de la personnalité de Mobutu, alors que dans le phénomène de la SAP, il y avait vraiment un culte de la personnalité des artistes qui mettaient en avant donc l'art de la SAP au regard de la musique, notamment encore une fois Stervos Niarchos ou encore là par rapport à Papa Wemba, avec beaucoup de titres donc qu'ils ont tous les deux écrits, qui mettent en avant l'art de s'habiller, où on énumère des grandes marques de grands couturiers comme Dernier coup de sifflet, Arc de Triomphe ou encore le select titre Proclamation. Nakokata sefa jour après nakolata nangai ensemble apiranta bien signé Rocco Mantino Oya Serutier Grifango Gianfranco Ferre Grifango Gianmarco Vanturi Grifango Enrico Conferrier Grifango. Et je pense qu'on ne peut pas parler de politique et de rumba sans parler du phénomène des Mabanga. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, puisque même dans Indépendance Cha-Cha, on cite déjà beaucoup de politiciens, on citait Patrice Lumumba, mais ce n'était pas rémunéré.
Dans les années 80, le phénomène des mabougas va un peu se démocratiser. Et en fait, c'est en réaction notamment à une économie qui est de plus en plus dégradée, la piraterie, un système de rétribution des droits d'auteur très très inefficace. Et donc en fait, pour contrebalancer ça, les artistes ont commencé à faire des dédicaces aux hommes de pouvoir, à des hommes d'affaires, des personnes bien placées, en échange de quoi ils obtenaient une rémunération. Et donc en fait, ces choses-là étaient souvent en fait négociées lors de la préparation de l'album, ou alors les noms étaient spontanément intégrés dans l'album afin de se faire bien voir par telle ou telle personne, ou alors de réclamer son dû par la suite. Et ce système, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une histoire de prestige social. Donc les personnes dont le nom est cité se font bien voir. Il y a une histoire d'être immortalisé un peu et d'être plébiscité à l'échelle mondiale. Donc bien que ce soit beaucoup critiqué parce que certaines personnes considèrent que ça dégrade un peu la nature de la rumba et que c'est un peu un nivellement vers le bas musicalement parlant, c'est aussi un système qui permet en fait aux artistes de manger tout simplement parce que sinon ils peuvent pas quoi. Ils peuvent pas. Et je pense que si on peut prendre un très bon exemple de Libanga, de Mabanga au pluriel, Libanga au singulier, ce serait JB Mpiana, avec la chanson Lauréat 2000, où en fait, il y a que ça. Il y a que ça. Donc, du début à la fin, il y a plus d'une centaine de noms dédicacés. Donc, et qui passent bien en plus. La musique est douce, je vais pas mentir. La musique est douce. Kapangala champion Eketoye Yetumba Masikini Henri Papa Kitata Ibrahim Chako Jacé Lucy Arijana Mac Manaja Shelly Wendo Digera. Donc vous avez ça du début à la fin. Donc ça c'est un cas un peu extrême, mais c'est vrai que plusieurs artistes ont recours à cette pratique. Ça reflète bien le phénomène effectivement. Après, il y a d'autres phénomènes qui sont plutôt extrêmes. Donc là, c'est intéressant de voir que tu vas en parler d'un phénomène assez contractuel, mais aussi le cas où les politiques vont imposer à des artistes en fait de chanter leur nom. C'est le cas notamment de Kungulu Mobutu, donc un des fils de Mobutu, qui était à l'époque très proche, par définition du pouvoir, mais très proche aussi de la scène musicale congolaise des années 90. Et c'est donc Kungulu Mobutu avait démarché le célèbre groupe Wenge Musica, afin qu'ils puissent tout simplement le citer dans plusieurs de leurs chansons. Le groupe avait refusé et comment a-t-il réagi? Bonne question. Ouais. Il a donc confisqué leurs instruments et les a envoyés en prison, à la suite de quoi le groupe a cédé. Ils ont finalement été libérés et ils ont finalement chanté le nom de Kungulu Mobutu, qui était surnommé à l'époque Saddam Hussein. Donc il y a beaucoup de musique, notamment de leur album Pentagone, qui vont par exemple citer Saddam Hussein en disant par exemple Saddam Hussein, l'homme fort, très fort en fait, en référence à Kungulu Mobutu, donc le fils de l'ancien président. Saddam Hussein, l'homme fort, très fort. Parce qu'on les a contraints. Comme ça. Ouais. Mais après, c'est intéressant de voir aussi que le phénomène des Libanga s'est un peu évolué, dans le sens où là, il y avait vraiment la dimension de promouvoir des hommes politiques ou des hommes influents, mais il y a aussi une dimension plutôt commerciale, où il y a vraiment beaucoup d'entreprises privées qui vont démarcher des artistes pour faire leur promotion dans le rumba ou même dans d'autres genres de musique qui découlent de la rumba. C'est notamment le cas pour la boisson. Pour beaucoup d'entreprises comme Skoll ou encore Primus qui vont démarcher beaucoup d'artistes qui vont faire des sons à rallonge qui vont consacrer de la publicité en fait. C'est aussi le cas notamment pour les transferts d'argent, notamment Western Union, qui vont donc démarcher encore une fois des artistes pour faire leur promotion. Et c'est important de voir en fait que beaucoup d'entreprises privées, au-delà même des hommes politiques, ont pris connaissance en fait et conscience de l'importance de la musique pour véhiculer un message
politique, commerciale, ou rien que là, la notion de prestige en fait. Et surtout là, dans un contexte où le Congo, c'est un pays qui est très grand consommateur de boissons. Donc c'est vraiment important de comprendre en fait comment en fait la consommation va passer aussi par la musique, où il y aura une promotion qui est assez permanente ou assez récurrente en fait de ces boissons-là, ou par exemple pour les transferts d'argent aussi. Exactement, et ensuite, donc par la suite, on va passer à une certaine fragilisation de la rumba qui va avoir lieu courant années 90, fin années 80. Ouais, en fait, la rumba, je trouve qu'elle a connu un phénomène de fragilisation, et ça, c'est causé par plusieurs facteurs. Premièrement, un facteur politique, le fait que la politique congolaise faisait que c'est pas forcément propice à l'éclosion ou à l'effervescence en fait d'une scène de la rumba donc sur le très long terme. Et donc qui dit politique dit aussi économie. Donc la situation économique du Congo a fait que de nombreux artistes ont été contraints à s'exiler à l'étranger, dans d'autres pays africains ou encore en Europe en fait. Et ça a conduit donc à une pénurie d'artistes expérimentés sur le territoire. Il y a aussi un manque au niveau de la politique culturelle du pays en fait, où il n'y a pas forcément de politique culturelle au niveau de la musique qui est vraiment proposée, qui investit au niveau de l'État. Il n'y a pas de studio d'enregistrement, de façon très encadrée. On a parlé aussi par rapport aux droits d'auteur, les formations musicales, la piraterie qui va s'ajouter à tout ça en fait, donc c'est particulièrement compliqué. Et il y a d'autres facteurs aussi qui ont contribué à la fragilisation de la rumba, c'est notamment des problèmes juridiques. Là maintenant au cas par cas au niveau d'artistes, comme Koffi Olomide qui n'a pas pu venir en France pendant de nombreuses années. Pour problème judiciaire. Ouais, ou encore avec d'autres affaires de faux visas pour d'autres artistes en fait, où c'était assez compliqué. Papa Wemba, notamment qui a fini en prison, qui a fait un petit séjour en prison à cause de ça. C'est chaotique. Mais on peut aussi compter dans les raisons de la fragilisation de la rumba le fait que les artistes ne pouvaient plus aller en Europe pour se produire. Parce que pendant longtemps, ils allaient en Europe et ça a participé aussi à la diffusion en fait, de la musique. Sauf qu'à partir d'un certain moment, il y a eu le phénomène des combattants. Donc, comme on l'a dit, dans les années 90, il y a beaucoup de Congolais qui ont émigré en raison de la situation politique et économique. Et aux alentours de 2004, on a vu s'organiser le phénomène des combattants. Donc les combattants, en fait, c'est un groupe qui ont des revendications politiques. Et parmi ces revendications, il y a en fait une demande de la chute du régime de Joseph Kabila. À l'époque où il est encore au pouvoir. Ouais. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui demande sans relâche. Et en fait, il s'attaque aussi aux artistes qu'ils considèrent être proches du régime et donc d'être un peu complaisants, on va dire, du régime et de la politique. Donc en général, quand les artistes viennent en France, il y a embrouille. Il y a embrouille, on va dire. Donc il y a eu plusieurs concerts qui ont été annulés, Papa Wemba, Fally Ipupa, JP Mpiana. Lorsque JP Mpiana devait venir en 2013 au Zénith, on lui a promis un chaos. Il n'est jamais revenu par la suite. Papa Wemba a été violenté après un concert. Il y a eu, il me semble, en 2011, le concert de Fally Ipupa qui a été annulé. Oui, 2017 à la Cigale. Ouais. À la Cigale 2017. Et je pense que récemment, on pense tous au concert de Fally Ipupa qui a eu lieu du coup en 2020, où on a vu sur BFM TV les combattants vraiment foutre la pagaille. Vraiment, c'était la pagaille. Gare de Lyon, si vous passez par là, il fallait rentrer. Des gens qui se faisaient taper. Des perruques qui ont volé, vraiment c'était compliqué. Des dizaines de scooters en flammes au pied de la gare de Lyon et une épaisse fumée noire qui envahit rapidement tout le quartier. Dans les couloirs du métro sous la gare, comme dans le hall principal, les usagers doivent quitter les lieux. Les commerces ferment, la circulation des trains est interrompue et les forces de l'ordre organisent l'évacuation par mesure de précaution. À l'origine de ces incendies, des échauffourées en marge selon la police du concert ce soir à Bercy de la star congolaise Fally Ipupa, cible des opposants au régime en place en République démocratique du Congo. Et du coup, vu que je peux interroger une personne qui a participé à ce concert, je vais vous demander, Matiba, quelle était l'ambiance sur place ? Très tendu, honnêtement très tendu, très particulier dans le sens où moi je connaissais déjà un peu de loin le phénomène des combattants, mais j'avais jamais été confronté d'aussi près en fait.
Donc j'ai pas spécialement compris, je pense que même ça a dû déconcerter beaucoup de personnes qui même ne connaissaient pas du tout, qui ont des combattants, ouais, qui connaissent pas du tout ce mouvement. Moi c'est la première fois que j'ai vu vraiment ça en force, je vais pas mentir. Ouais, parce que vraiment sur BFM TV, quand tu regardais, mais ça faisait peur, hein. Bah c'est ça en fait, surtout que moi qui consomme la musique de Fally, enfin j'avais jamais entendu ou compris à l'époque qu'il y avait une quelconque promotion de la part du gouvernement, donc j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il fallait aller être... Dans ces textes. Ouais, c'est ça en fait. Donc j'ai jamais compris, enfin sur le coup j'ai pas compris en fait pourquoi est-ce qu'on l'attaquait, et surtout en plus nous en première ligne en tant que consommateurs, donc... Oui. Il y a des gens qui n'ont pas pu aller au concert du coup, ils ont dû faire demi-tour. Mais du coup aussi ça pose la question de est-ce que c'est légitime de s'en prendre aux artistes lorsqu'on sait qu'en fait leur moyen de rémunération, en fait c'est un peu aussi cette complaisance qu'ils ont avec le pouvoir au Congo en fait. C'est pas comme s'il y avait d'autres alternatives par lesquelles ils pouvaient recevoir de l'argent, une rémunération, à part peut-être pour les plus grands noms. Mais est-ce que c'est légitime? C'est une petite question. Voilà, nous-mêmes on se pose la question, on sait pas. Ça, ouais. Parce qu'autant il y en a dans leurs chansons, vraiment c'est beaucoup, mais s'ils n'ont pas d'autres moyens... Donc c'est un débat intéressant. On vous laisse donner votre avis en commentaire. Et donc à côté d'un aspect où la rumba se fragilise un peu, c'est quand même aussi intéressant, important de voir qu'il y a une lueur d'espoir un peu, notamment depuis que la rumba en décembre 2021 a été immatriculée donc, au patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est important parce que ça a une dimension symbolique, mais c'est aussi une prise de conscience en fait de l'importance de protéger, de diffuser, de promouvoir en fait le patrimoine que représente la rumba et le rayonnement qu'en fait elle permet pour les peuples congolais tant de Brazzaville que de Kinshasa en fait. Oui, et donc selon l'écrivain Didier Mumengi et le ministre de la Culture et des Arts du Congo-Brazzaville, Dieudonné Moyongo, ils estiment qu'en fait la rumba pourrait vraiment être, de par en fait la place qu'elle occupe dans les sociétés congolaises, ça pourrait être un outil de soft power et que ça pourrait être un peu le socle qui permettrait un développement à la fois économique, politique, etc. Dans ces pays-là. Donc quand on recoupe un peu leur discours et ce qu'ils ont à dire, ils estiment qu'en fait on devrait passer par certains points, notamment par l'écriture de la musique rumba, donc consigner en fait toute la richesse de cette musique dans des livres. Ça passerait aussi par du coup plus d'enseignement de la rumba, plus de moyens mis pour les recherches, notamment sur cette musique aussi. Ça passerait aussi par une volonté de faire du Congo une destination touristique, notamment pour les festivals autour de la musique rumba, congolaise, etc. Une volonté de créer une industrie de fabrication des instruments de musique dans les pays mêmes. Et enfin, pour légitimer tout ça un peu, ça serait de créer un cadre juridique. Donc c'est déjà un peu le cas avec cette inscription au patrimoine immatériel de l'humanité fait par l'UNESCO, mais il y aurait besoin d'un cadre juridique plus important dans les lois congolaises et dans les juridictions congolaises. Totalement. Donc la rumba pourrait être un outil de soft power. On l'espère. Il y a plein d'autres pays qui ont une richesse musicale et qui arrivent à faire en sorte que ce soit attrayant à la fois politiquement et économiquement. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Surtout avec un patrimoine qui est immensément riche, comme c'est le cas pour la rumba congolaise en fait. Surtout que là on a pris vraiment le périmètre vraiment du Congo-Kinshasa, mais il y a aussi un autre périmètre, le Congo-Brazzaville, donc j'imagine même pas donc, le patrimoine fusionné des deux qui serait vraiment exploitable à fond en fait. Et ce serait vraiment dommage de laisser à l'abandon un patrimoine historique et culturel aussi riche que présente la rumba en fait. Exactement, je suis d'accord. Ouais. Donc merci beaucoup. C'était super intéressant de faire cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des anecdotes, des choses pour compléter, c'est vrai que là c'était un épisode avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Nous on a fait notre tri parce que sinon la vidéo allait durer 3 heures, 4 heures. Donc on a fait un petit tri, mais c'est vrai que si vous avez des choses à nous dire qui pourraient compléter un peu ce dont on a parlé, on aimerait bien les entendre et écrivez-les en commentaire. Totalement, et n'hésitez pas aussi surtout à regarder notre vidéo qu'on a faite en collaboration avec le média Pamoja, donc notre amie Myriam, où on a donc abordé donc, les facteurs donc, de la musique afro-cubaine et le lien qu'elle a avec la rumba, notamment au Congo, même dans d'autres pays africains.
qui pourrait donc vous permettre de comprendre l'arrivée de la rumba congolaise comme on la connaît aujourd'hui, mais de comprendre aussi ce qui existait avant même qu'elle arrive, du moins qu'elle retourne au Congo en fait. Exactement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à faire un tour sur notre page Instagram. Regard sur le passé. Voilà. Bisous. Bisous. Ciao.